toutes et à tous et merci d'être venus ce soir pour notre avant-dernière conférence des Mardis de l'Histoire de cette saison 2. Autre programme ce soir, Saint-Maur, Ville-Jardin. Une particularité de notre chère ville de Saint-Maur, c'est évidemment la place du végétal sous toutes ses formes à l'intérieur de la ville. Et je vais donc laisser la parole à Reda Zaouch, qui est l'archiviste de la ville, qui est arrivé chez nous il y a peu de temps, mais qui est déjà incollable sur l'histoire de la ville, puisqu'il y a passé de nombreuses soirées à dépouiller des quantités de boîtes d'archives, les archives municipales étant d'une richesse absolument inouïe. Donc, Reda Zaouch pour Saint-Maur, Ville-Jardin. Merci beaucoup. À toutes et tous, bonsoir. Je remercie la Société d'Histoire et d'Archéologie du Vieux-Saint-Maur et notamment Monsieur Gillon et Monsieur Prévost de m'avoir confié ce sujet-là. Donc Saint-Maur, Ville-Jardin. J'aimerais commencer par une phrase de Rabelais qui, en parlant de Saint-Maur, dit, enfin en tout cas, mentionne le fait que pour lui, Saint-Maur est un paradis de salubrité, aménité, commodité, délices et tout honnête plaisir d'agriculture et de vie rustique. Je voulais commencer par ces mots-là parce que je trouve qu'ils introduisent très bien le sujet du soir. Donc Saint-Maur, Ville-Jardin. Pour comprendre et saisir les enjeux de ce sujet-là, il faut, à mon sens, prendre pour point de départ l'époque moderne. Alors pourquoi ? Parce qu'en 1533, l'abbé Jean du Bellay fait construire un château sur la butte à proximité de l'abbaye. Et ce qui s'y distingue, et ce qui fait sa réputation, ce sont les jardins ordonnancés par André Le Nôtre et réalisés par Claude Dégot. Et ce sont des jardins qui s'inscrivent dans le style dit jardin à la française. Et donc du coup, c'est un parfait mélange entre paysage et urbanisme, ce qui finalement sera la ligne qui dictera la politique de la ville sur l'aménagement de la commune. Le but de la conférence, c'est déjà de comprendre ce concept de ville-jardin, parce que ce ne sont pas juste deux mots à coller l'un à l'autre. Il y a vraiment tout un concept derrière, donc je pense qu'il est important de voir en quoi Saint-Maur est une ville-jardin. Et donc, comprendre comment, à partir de quand en tout cas, on peut commencer à parler d'une ville-jardin pour désigner Saint-Maur. Et comprendre en tout cas ce qui va faire l'identité de la commune autour de ce concept-là. Donc dans une première partie, on va s'intéresser à la fin du XIXe siècle, période à laquelle notamment il y a la Compagnie des chemins de fer de l'Est qui va commencer à créer quelques squares, donc qui va commencer à lancer cette impulsion qui va tendre vers la ville-jardin. Dans une deuxième partie, on va s'intéresser à l'administration Auguste Marin, qui va là véritablement lancer la politique de la ville, qui va très clairement prendre la direction de la ville-jardin. Et dans une troisième partie, on va s'intéresser à l'aménagement des bords de Marne dans les années 80. Pourquoi ? Parce que vous le verrez, c'est là, à mon sens, que véritablement, là, on entérine le concept de ville-jardin et on voit que la commune reste vraiment dans l'optique de conserver Saint-Maur comme une ville-jardin. Dans ma première partie sur la fin du XIXe siècle, j'aimerais d'abord vous offrir une photographie de la commune à cette période-là. La fin du XIXe siècle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où va apparaître le courant hygiéniste. Alors le courant hygiéniste, c'est quoi ? C'est un courant qui prône une nouvelle approche de l'environnement humain. Les hygiénistes pensent qu'une amélioration du milieu de vie des hommes entraîne une amélioration de leur santé, toutes catégories sociales confondues. Il y a donc des travaux d'urbanisme qui sont entrepris dans les communes à la fin du XIXe siècle. Et effectivement, à Saint-Maur, c'est à partir de ce fin du XIXe siècle qu'on va avoir les premiers squares et les premiers coins de verdure. Alors à Saint-Maur, pour information, donc il y a 36 hectares de terres labourables, il y a 33 de cultures diverses, et sur ces 33, il y a 27 hectares pour le jardinage et l'horticulture. Donc déjà, je trouve que ça donne un élément assez saisissant sur cette envie déjà de se tourner vers l'art de l'horticulture. Maintenant, j'aimerais m'intéresser à la Compagnie des chemins de fer de l'Est parce qu'à mon sens, si on ne parle pas de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, à mon avis, on peut pas totalement comprendre pourquoi on va aller vers la ville-jardin.
La Compagnie des chemins de fer de l'Est, c'est une société anonyme qui est créée en 1845 et elle va être à l'initiative de plusieurs créations à Saint-Maur. En 1853, donc finalement peu de temps après sa création, cette compagnie va racheter le Grand Parc et utilise 22 hectares pour créer la ligne du petit train de la Bastille. Donc il y a l'arrivée du chemin de fer qui va marquer le début du développement de l'urbanisation à Saint-Maur. Donc il y aura cette fameuse ligne Paris-Bastille qui va permettre aux habitants de Saint-Maur et même des communes voisines de se rendre facilement dans la capitale. Il y a également la ligne Verneuil-l'Étang par Vincennes. Donc en fait, il va y avoir le développement des transports qui finalement vont entraîner le développement de l'urbanisme. Donc on a de plus en plus de transports qui circulent au sein de la commune. On a de plus en plus d'hommes et de femmes qui circulent aussi au sein de la commune. Donc il y a un vrai bouillonnement humain au sein de la commune. Et du coup, comment dirais-je, c'est à partir de ce constat-là, en tout cas, qu'on va commencer à développer des coins de verdure. Donc à cause ou grâce au développement du tramway et des réseaux de transport. L'État des communes de 1905 mentionne à Saint-Maur un certain nombre de squares, donc tous situés dans le quartier du Parc. Ça s'explique par le fait qu'en fait la Compagnie des chemins de fer de l'Est possédait quasiment l'entièreté des terrains de ce quartier-là. Donc c'est pour ça que la commune s'est d'abord développée en ce sens uniquement dans le quartier du Parc. Donc il va y avoir plusieurs squares, donc celui des Arts, mais je vous montre d'abord peut-être comme ça. Voilà, le square des Arts. Le square des Arts. Donc du coup, voilà, on voit beaucoup de verdure, les arbres. Un square assez typique de cette époque-là qui permet de venir se promener et se reposer. Maintenant, si je vous le montre avec ce document-là, où est-ce qu'il est, le square des Arts? Il est là. Donc là, ça permet d'avoir une vue un peu plus globale sur le square. Donc effectivement, on voit les arbres tout autour. Il y a les statues aussi, j'y reviendrai un peu plus tard, mais qui sont très importantes dans la construction de ces squares-là. Voilà. Alors, je reprends juste le fil de mon propos. Voilà. Donc du coup, il y aura le square des Arts, des Tilleuls, des Marronniers, de l'Écho et des Lacs. Donc je vous les montre aussi, toujours dans cette vue qui permet d'apprécier vraiment le square. Donc voilà, on voit que on respecte toujours ce principe de beaucoup de verdure, les arbres. Ouais, donc des coins de verdure au milieu de la ville. Alors le square des Lacs, il y a quand même une mention qui est faite dans l'état des communes. C'est autour des rochers, des lacs artificiels qui joignent la verdure en fond. Et là, je cite, pendant l'été, un des lieux de repos et de promenade des plus agréables. Donc du coup, on voit que la Compagnie des chemins de fer de l'Est avait vraiment pour but, en même temps de développer les transports, également d'offrir des coins de verdure à la population de Saint-Maur. Donc du coup, si on reprend rapidement l'historique de ces squares-là, donc on a dit il y a le square de l'Écho, qui date de 1892 et il tient son nom en fait d'une des salles de verdure du château par l'écho qui s'y faisait entendre. Donc du coup, je vous en ai montré une, je vous en montre une autre, voilà, avec la statue. Donc aujourd'hui, qui se nomme le square Victor Bache. Exactement. Ensuite, il y a le square des Arts. Alors, le square des Arts que je vais vous montrer aussi en carte postale. Voilà, donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc assez typique. Le square des Arts, pareil, 1882. Il va changer de nom en 1964 pour prendre le nom de square Émilie Tillon. Voilà. Alors, je crois que j'en ai une deuxième à vous montrer. Donc voilà. Donc là, on a typiquement le Saint-Maurien qui vient dans le square pour se reposer, pour prendre le temps. Il a l'air d'avoir quelque chose entre les mains. Est-ce qu'il est en train de lire quelque chose? En tout cas, on voit vraiment que ce sont des espaces qui permettent de se reposer, de prendre du recul, de profiter de la commune. Il y a également le square des Lacs. J'en ai plusieurs.
Le square des Lacs qui date de 1892. Donc là, lui, pour le coup, il offre un vaste jardin public et 2 larges bassins remplis d'eau, avec partout des bancs, des coins charmants et pittoresques qui, en fait, pareil, entraînent le fait de rester longtemps au sein du square. Donc voilà la première. Et après, on regardera la vue par le biais de l'autre document d'archives. Donc là, j'ai trouvé l'entrée assez sympa du square, avec le Saint-Maurien, les Saint-Mauriens, pardon, qui viennent à vélo. Alors là, le square du Rocher, ouais. Alors du coup, je vous montre juste aussi par là. Donc on a dit le square des Lacs. Voilà, on voit bien le magnifique cours d'eau. Donc on reste toujours dans cette même logique de faire des coins de verdure exceptionnels. Il y a le square des Marronniers. Là, ici, ouais, je ne crois pas l'avoir là, mais bon, je l'ai, je crois, ici. Quoique, non. Ah si, ouais, j'en ai trouvé une seule. Mais bon, après, on voit pas. Enfin, c'est pas la meilleure des vues sur le square des Marronniers, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, il date également de 1882. Voilà, donc malheureusement, j'ai pas de meilleure vue à vous proposer. Et on va finir par le square des Tilleuls. Le square des Tilleuls. Donc, j'en ai une ici. Voilà. Donc ça servait bien évidemment à venir en famille le dimanche pour profiter de la journée. Donc on a un très bel exemple ici. Et le square des Tilleuls, j'en ai une autre là. Voilà, donc beaucoup de verdure. Des endroits vraiment qui permettent de prendre du recul sur la commune. Et je dois la voir ici. Hop. Donc voilà, le square des Tilleuls. Voilà. On va passer maintenant à l'autre. Donc là, juste pour conclure en 2 mots, donc on voit bien qu'il y a les débuts de la ville-jardin. Ça n'est pas vraiment une politique encore, c'est vraiment voilà, la compagnie des chemins de fer qui, sur les terrains qu'elle possède, décide, en parallèle du développement des transports, de proposer également des endroits de verdure pour les familles, pour les Saint-Mauriens et Saint-Mauriennes. Et là, on va voir ce début du XXe siècle, où là, avec l'administration d'Auguste Marin, on a vraiment une politique qui va tendre vers le développement de ce qui se produit dans ce quartier-là. Donc Auguste Marin, il arrive à la tête de la commune le 16 mai 1908, et il va rester en place jusqu'à sa mort en juin 41. Durant 34 ans, il va donc doter la ville d'un plan d'aménagement, faisant de Saint-Maur une ville résidentielle, pourvue des dernières innovations en matière d'hygiène, de voirie, d'enseignement, de culture et d'espaces verts, donc grâce à la construction d'écoles, mais également de jardins publics, d'un stade et même d'un dispensaire. Donc ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est une administration qui va être soucieuse de l'environnement. Monsieur Marin est par exemple membre de l'association d'horticulture. On y reviendra après, mais c'est un fait important à avoir en tête. Et il va mettre en place dès 1909 une commission chargée de la préservation et de l'embellissement des espaces naturels afin de transformer la commune en ville-jardin. Donc là, on sent vraiment qu'il y a le désir de construire une politique public, communal, qui va tendre vers le développement de plus en plus d'espaces verts, de plus en plus de squares, de parcs, de jardins, pour faire de Saint-Maur une commune, on va le voir après, mais un espèce de jardin clos où les gens se sentent bien, se sentent confortables. Donc du coup, ce qui est important à développer ici, c'est que il va y avoir le développement du concept en fait de cité-jardin. Donc on parle de ville-jardin pour Saint-Maur, mais en fait le concept originel, c'est plutôt de cité-jardin. Il a été théorisé par l'urbaniste Ebenezer Howard en 1898 et il propose une vision qui s'éloigne de la ville industrielle, qui s'éloigne de la ville qui ne respire pas, ou plutôt où seule la fumée est présente. J'avais une image à vous proposer là-dessus. Alors c'est pas à Saint-Maur, c'est dans le Creusot, mais c'est pour vraiment
prendre le contre-pied, c'est ici. Donc vraiment, la ville-jardin a pour but de s'opposer à ça. Donc forcément, avec l'industrialisation et tout le développement qu'il y a à la fin du 19e siècle, toutes les communes en fait ne respirent plus et beaucoup de communes sont sous les usines avec les tramways qui passent de partout. Et donc du coup, le concept de cité-jardin ne pense plus la ville comme industrielle et polluée dont on ne contrôle plus le développement. Il y a certaines villes qui deviennent des cités dortoirs et du coup, la politique de la cité-jardin, c'est vraiment de prendre le contre-pied de tout ça et de créer un espèce de jardin clos, de créer le contre-pied de cette industrialisation et de ce développement urbanistique qui parfois tend vers ce genre de choses. Donc Saint-Maur n'est pas une cité-jardin à proprement parler, mais ça s'inspire de ce concept-là, et c'est pour ça qu'on parle plutôt de ville-jardin. L'objectif étant de faire de la commune un coin de campagne aux portes de Paris. On en reparlera quand j'aborderai les bords de Marne, mais en fait, ça va attirer même les Parisiens en fait, qui le dimanche en viendront plutôt à Saint-Maur sur les bords de Marne pour profiter de l'eau, pour profiter de coins reculés. Donc du coup, cette politique-là va entraîner le diversité de l'habitat et l'objectif, c'est en fait que la population soit vraiment hétérogène tant par l'âge que sur l'origine sociale, c'est de mélanger tout le monde pour faire un jardin clos et pour avoir un environnement préservé à l'égard des grands flux de circulation. Donc sous l'impulsion d'Auguste Marin, on l'a dit, il y a une commission d'esthétique qui va voir le jour, donc c'est plutôt rare de voir ça. Donc du coup, j'ai pris en photo le registre de commission d'esthétique. Donc voilà, donc à partir de 1908, ça existe. Et donc du coup, on y décide de l'élagage des arbres, on y décide de l'abattage d'autres arbres ou éventuellement de la plantation d'arbres. Donc vraiment, c'est dans ces commissions-là où est décidée l'esthétique de la ville. Donc c'était des séances qui avaient lieu. Donc là, il y en a une le 20 juin 1910 et une autre le 18 juillet 1910. Donc c'est quand même une fréquence assez soutenue. Et donc du coup, ça montre le désir de cette municipalité de prendre ce sujet à bras-le-corps. Alors, il est créateur de tellement de squares, Auguste Marin, qu'il est surnommé le père aux squares. La ville a possédé une vingtaine de jardins publics avec notamment 34 statues et tout ça s'est fait sous son impulsion. Donc durant cette période, la commune obtient également beaucoup de prêts de la ville de Paris pour avoir des statues. Donc c'est pour ça que je disais que les statues tout à l'heure on en a parlé, mais si on regarde, on voit énormément de statues dans les squares et on a quelques-unes qui sont prêté par la ville de Paris. Donc si on regarde rapidement comme ça, on va voir effectivement pas mal de statues qui ornent ces squares, et donc dont certaines sont des prêts de la ville de Paris. Du coup, je vais prendre peut-être 1910 avec la première réalisation d'Auguste Marin, c'est le square Émile Zola. Donc du coup, il faut 4 années pour que le square soit mis en place. Et en fait, il va falloir attendre. Donc ça montre aussi la volonté de la commune, mais pour faire le square Émile Zola, il va falloir... parce qu'en fait, il y avait des carrières à cet endroit-là, donc il va falloir attendre le remblai de la carrière pour pouvoir ensuite construire ce square-là. Et du coup, ça va donner lieu à une multitude de jardins, de parterres, de fleurs. Et donc du coup, c'est une construction qui est intéressante. C'est, il me semble, la première d'Auguste Marin. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les années de guerre, il y a la fin de cette frénésie des squares. Il faut attendre 1925 pour que les agements reprennent, avec l'acquisition de la propriété Froux avenue du Bac et l'ouverture du square Condorcet. Alors, je ne sais pas si je l'ai là sous le coude Condorcet. Peut-être pas. De toute façon, après, vous aurez en accès libre ce registre des jardins publics. Donc, c'est un registre qui date de 1933. J'en profite pour le présenter rapidement, mais c'est une archive vraiment remarquable.
Je pense que peu de communes peuvent se targuer d'avoir ce document-là. Donc vous verrez, mais en fait, c'est un registre où tous les squares sont présentés, en fait. Donc c'est ce que je vous montre là un petit peu en photo, mais c'est pas complet. Donc du coup, vous pourrez feuilleter à la fin pour voir tous ces squares. Donc c'est un registre, mais enfin voilà, c'est quasiment une œuvre d'art. Donc je tenais à placer quelques mots pour vous présenter ce document vraiment d'exception. Alors après, en 1934, il y aura également un jardin public à La Varenne, rue Saint-Hilaire, qui va voir le jour à l'emplacement du château Caffin. Donc voilà, en fait, la politique là d'Auguste Marin, elle tend à développer partout dans la commune, mais ça vous le verrez en regardant après là-dedans. Mais vous verrez que dans chaque quartier, il y a des squares qui voient le jour et des jardins publics. Du coup, pour équilibrer ce travail de la Compagnie des chemins de fer de l'Est sur l'ensemble de la commune. Alors une dernière chose là-dessus. Donc je voulais vous montrer également alors où est-ce qu'il est ? Il y a un guide de la commune qui date de 1935. Et ce guide, il est intéressant parce que dedans, donc ça met en fait en avant toutes les qualités de la ville. Et donc il y a tout un petit encart sur les squares. Donc, du coup, on voit le nom de tous les squares. Et donc du coup, on voit que voilà, c'est une fierté de la ville d'avoir ces squares-là qui sont référencés. Donc du coup, ça montre bien la volonté communale de mettre en avant ces squares-là, donc d'en construire et en même temps de les mettre en avant. Voilà. Je voulais m'arrêter un instant sur l'association d'horticulture. L'association d'horticulture qui est fondée à la fin du 19e siècle. Donc l'horticulture, c'est un terme d'ailleurs dont l'usage commence à prendre ce sens-là à la fin du 19e siècle, mais ça désigne l'art de cultiver les jardins. En gros, c'est une définition un petit peu abrégée. Dans l'état des communes, il est mentionné que l'horticulture est représentée par 70 pépiniéristes et horticulteurs, donc qui ont fondé en 1880 précisément cette union horticole, comptant déjà 140 sociétaires. Donc on voit que même à l'échelle de la commune, c'est un thème qui est sensible pour nombre de Saint-Mauriens et Saint-Mauriennes. Et ce qui est intéressant et ce qui montre une fois de plus la volonté municipale de développer ce concept de ville-jardin, c'est qu'en fait chaque année, en mairie au mois de novembre, il y a un concours qui a lieu, un concours de chrysanthèmes et accessoirement de plantes fleuries ornementales, légumes ou de fruits. C'est un concours qui dure 2 jours et qui donne lieu à une exposition comportant la perception d'un prix d'entrée de 20 centimes. Donc c'est un prix qui était symbolique et qui en fait après été reversé au bureau de bienfaisance. Mais en tout cas, c'est un concours qui montre que la commune voulait aussi promouvoir les actions en ce sens-là. Donc c'était une association très importante, hein. Elle avait sa publication, donc il y a le journal de la Société d'horticulture de Saint-Maur-des-Fossés. Donc là, c'est l'année 1880, donc l'année de création. Je voulais vous montrer également ça. Donc là, c'était la revue mensuelle, le Jardin familial. Voilà, je crois que j'ai pris un petit encart. Et voilà, donc avec des informations sur l'origine de la société. Et puis c'est pareil, il y a des séances de l'association qui avaient lieu. Donc ça montre encore une fois que c'était vraiment un thème qui était pris à bras-le-corps par la population, mais également par la municipalité, parce que je l'ai dit, Auguste Marin faisait partie de l'association. Voilà. Du coup, où en suis-je dans mon développement ? Alors, pour terminer sur cette partie, j'ai envie de voir les bords de Marne dans un premier temps sur cette période-là, fin 19e siècle et Auguste Marin. Les bords de Marne, en fait, c'est avec l'arrivée du chemin de fer qui vont commencer à devenir attractifs. Et c'est à ce moment-là que la petite et moyenne bourgeoisie, donc par le biais de la villégiature, va petit à petit se rendre au sein de ces endroits. Donc les bords de Marne qui vont devenir petit à petit très prisés parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est un coin de campagne aux portes de Paris. Donc forcément, ça va attirer un nombre assez important en termes de population.
Donc la Marne va devenir un lieu de fête, un lieu de loisirs, un lieu également de sport. Donc on va y venir pour se détendre, avec notamment les guinguettes. Donc là, j'ai tout un tas de cartes postales très sympas, mais qui en fait nous donnent vraiment un aperçu de ce qu'étaient les bords de Marne à cette époque-là. Donc voilà, un lieu également de promenade, un lieu. Alors voilà, donc là sur le côté restauration, donc c'est vrai que les gens pouvaient venir le dimanche pour manger un morceau, ensuite rester près des bords de Marne, et donc il y avait également des activités de pêche, et il y avait aussi donc cette carte postale-là, en fait, s'appelle école de natation, parce qu'effectivement, il y a un point non négligeable à mettre en lumière, c'est que nombre de Saint-Mauriens et de Saint-Mauriennes ont appris à nager, en fait, dans la Marne. Et donc, du coup, c'est vrai que les bords de Marne vont connaître un essor assez important. Voilà, donc pour plusieurs activités, mais c'est vrai que voilà. Et bon, après c'est aussi et surtout avec le développement du repos hebdomadaire en 1906 que là il y a du coup après voilà, ça donne ces ambiances là. Finalement où voilà, le dimanche c'est vraiment jour de fête et on profite vraiment des voilà, c'était le lieu de sociabilité à cette époque-là. Et donc du coup, le développement du transport fait qu'on pouvait accéder assez facilement au bord de Marne. Du coup, je voulais ensuite aborder un autre point concernant les bords de Marne, parce que bon, je voulais juste aussi revenir sur le développement du sport aussi par le biais de la Marne, parce qu'il y a l'aviron. Là, c'est important aussi parce que dans beaucoup de communes du Val-de-Marne, l'aviron, ça fait partie vraiment des sports les plus anciens, avec la pêche aussi qui peut être considérée comme une activité sportive. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'est le développement des bords de Marne sont vraiment l'occasion de développer toutes ces activités-là, donc des activités plutôt nouvelles pour cette époque-là. Et donc du coup, l'administration Auguste Marin va véritablement contribuer au développement de ces espaces-là, donc aussi bien les parcs, jardins et squares que le développement de la Marne aussi. Voilà. Donc c'est vraiment important à avoir en tête. Voilà, mais pareil aussi, le développement des établissements de restauration, c'est très important avec les bords de Marne. Et du coup, c'est vrai que la commune aussi joue le jeu du développement de ces établissements-là. Et c'est vrai que c'était vraiment le lieu de repos de la population. Alors aussi bien les hommes que les femmes, comme on le voit sur ces documents-là. Donc c'était vraiment un espace ouvert à toutes et à tous. Donc c'est vraiment important à souligner. Voilà, donc là aussi, les activités de pêche au bord de la Marne. Donc du coup, sous l'administration Auguste Marin, on a vraiment le développement de tous ces aspects-là que j'ai présentés, mais vraiment on va construire des jardins publics, on va construire des squares, et vraiment l'idée c'est de casser avec la ville qui est uniquement industrielle, qui est uniquement traversée par les transports, où finalement les gens ne rentrent que pour dormir et se lèvent le matin pour aller travailler. Il y a vraiment cette idée de créer un espace de vie, de créer un espace, des espaces verts qui permettent de respirer. J'ai lu cette expression-là de jardin clos et je crois qu'elle est vraiment fondamentale pour comprendre la politique d'Auguste Marin. Donc c'est pour ça que du coup, voilà, on se retrouve face à ces espaces vraiment magnifiques, pour le coup. Je vous laisserai feuilleter tout à l'heure, hein, mais voilà, on voit vraiment qu'il y avait, en fait, il y a vraiment le souci du détail, et c'est ça que montre aussi l'instauration d'une commission d'esthétique, c'est qu'il y a vraiment ce désir de faire des espaces verts, mais également de bien les faire. C'est pour ça que cette municipalité d'Auguste Marin vient complètement se greffer dans le concept de ville-jardin, et pas uniquement, voilà, on fait des espaces verts pour, voilà, avoir un peu de verdure. Il y a vraiment toute une politique qui est pensée autour de ça.
Donc du coup, c'est pour ça que voilà, on a vraiment, c'est pour ça que je pense qu'on a ce document-là qui existe, c'est que le niveau de détail allait tellement loin que voilà, on demandait à ce que tout soit répertorié quelque part. C'est pour ça également qu'on a les registres de commission d'esthétique. Ça, c'est pareil. Je pense que pas beaucoup de communes ont des registres de commission d'esthétique. Je pense que c'est vraiment une spécificité saint-maurienne. Et donc, c'est des documents qui en disent très long sur cette politique de la ville. Et c'est vraiment sur cet aspect fondamental de la politique d'Auguste Marin. Voilà. Donc, du coup, l'importance des bustes et statues pour orner les squares. Il y a aussi le stade olympique que j'aborde pas forcément là dans le cadre de la conférence, mais qui est extrêmement intéressant parce que c'est pareil, on voit qu'il est entouré de quelque chose de très construit. C'est pareil dans beaucoup de communes, en fait, il y a juste le stade et puis voilà, pas grand chose autour. Et effectivement, là, l'idée, c'était vraiment de construire tout un esprit autour. Donc, la verdure du terrain qui accompagne, qui est accompagnée, par la verdure autour du stade. Voilà. Et donc, vraiment, je souligne une fois de plus l'aspect magnifique de ce document qui est vraiment une œuvre incroyable. Je regrette de ne pas avoir pu ramener ce soir le document original. Par contre, il est aux archives municipales. Et donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez voir le document original. Et pour pouvoir le feuilleter et puis observer toutes ces vues magnifiques. Oui. C'est le stade, alors là, oui, c'est le stade Chéron, ouais, je parle sous le contrôle de l'assistance, mais il me semble que c'est le stade Chéron, effectivement. Donc du coup, on va se lancer maintenant dans la partie de l'aménagement des bords de Marne, parce qu'effectivement, on a vu que là, c'était quelque chose de quand même, je dirais pas brut, mais c'était les bords de Marne pas forcément travaillés comme ils l'ont été un peu plus tard dans le temps. Donc il faut déjà s'arrêter en 1960. Il y a une délibération du 16 mai qui fait mention d'un projet d'aménagement des bords de Marne afin de les mettre en valeur. Et donc du coup, c'est une initiative assez originale, mais il est demandé aux riverains de s'associer à cet effort et de laisser leur éclairage allumé pour que ça puisse illuminer un petit peu les bords de Marne. Et du coup, il y a des bancs qui sont aussi installés sur ces bords de Marne-là, afin de les embellir et afin d'en faire un lieu de promenade agréable lorsque le soleil se couche. Donc, du coup, il y a ce premier point en 1960, où là, on commence à s'interroger sur l'aménagement de ces bords de Marne. Donc d'accord, ils existent, mais comment les améliorer, les embellir et les intégrer un peu plus dans le reste des espaces verts de la commune, donc pour améliorer cet aspect ville-jardin. Un peu plus tard, c'est sous l'impulsion de Paul Billard, alors maire adjoint, qui est décidé vraiment là un tout nouvel aménagement des bords de Marne. Donc le 12 octobre 1978 est approuvé en conseil municipal le projet d'aménagement de ces bords de Marne. Donc c'est un projet qui est réalisé dans le cadre d'un contrat avec la région. Et le but, c'est de faire un aménagement piétonnier et un aménagement d'espaces verts. Donc la ville va faire appel à un paysagiste pour faire cela sur l'ensemble de la boucle, alors à partir du barrage de Joinville jusqu'au pont de Créteil, soit la totalité de la boucle de la Marne rive droite, donc qui représente une superficie quand même de 13 hectares. Donc là, du coup, l'objectif, ça va être vraiment de les aménager, de les embellir et d'améliorer aussi l'aspect sécurité parce que le but, ça va être de protéger en cas d'inondation. Donc en 1910, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la fameuse crue historique qui a atteint des records encore jamais battus, heureusement. Mais donc du coup, on veut se prémunir de ça. Donc voilà un aperçu de cette fameuse inondation de 1910, donc qui a poussé nombre d'habitants dans nombre de communes du Val-de-Marne à circuler comme on le voit sur le document. Et donc du coup, on se demande vraiment comment
améliorer ces bords de Marne-là. Donc par exemple sur la promenade des Anglais, il va y avoir la pose d'une clôture en crête de berge. Il y aura aussi la reconstruction de la berge et des travaux de défense contre les inondations. Donc il y a un grand marché de travaux qui est lancé par la commune avec au préalable, et là c'est important, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction qu'en fait cet aménagement-là il est important parce que ça entérine vraiment le fait que voilà il y ait en tout cas le concept de ville-jardin il se transmet de municipalité en municipalité. Donc pour faire ces travaux d'aménagement-là, on s'est pas juste lancé comme ça, voilà. En se disant bon on veut améliorer, on va peut-être voilà refaire les bancs, etc. En fait il y a un paysagiste qui est missionné et qui en fait doit dresser un rapport pour faire des préconisations pour voilà nous dire comment améliorer ces bords de Marne là. Donc il y a vraiment il y a tout un travail scientifique et il doit dessiner les contours des travaux d'aménagement afin de les rendre agréables. Donc du coup, c'est des travaux qui ont commencé dès 1979, donc qui vont s'étendre jusqu'au début des années 80. Et le but du projet, là aussi c'est intéressant, et là aussi ça vient encore un peu plus coller avec ce concept de ville-jardin, c'est que l'idée est de créer un parc naturel bordant la Marne, un sentier solitaire et pittoresque le long de la Marne, et donc du coup on a vraiment l'idée d'en faire quelque chose, voilà, quelque chose de beau, quelque chose où on est en sécurité, mais de le faire vraiment toujours dans cet esprit de ville-jardin, donc faire de la ville un espace vert, et voilà pour casser. Alors là, dans les années 80, c'est pour casser avec tout l'aspect voiture, transport en commun, etc. Tous ces flux de population qui passent, parce que voilà, Saint-Maur possède plusieurs gares de transport, donc voilà, c'est vraiment pour contrebalancer tout ça. La municipalité Auguste Marin a lancé les travaux dans les différents quartiers, et du coup la municipalité aussi entretient tous ces squares, parce que ça a été lancé, c'est très bien, mais du coup après il faut vraiment en prendre soin, il faut les aménager, les rendre toujours mieux, et vraiment c'est ce que fait la commune à chaque fois, on le voit. Alors avec les changements de nom, pas forcément, mais en tout cas on essaie de les mettre toujours au goût du jour. Et ça c'est important, et ça montre vraiment que la municipalité a vraiment pour but d'entretenir cette ville-jardin. Donc là je vous ai mis plusieurs documents représentant les bords de Marne. Donc vous avez en 1864 près de la Varenne. Vous en avez une autre juste ici. Donc là, on est près de l'île des Vignerons, ou l'île d'Amour, à Chenevière, du côté de Chenevière. Donc on voit effectivement, tout à l'heure je parlais de décor un peu brut. Alors brut, c'est pas tout à fait le terme, mais on voit que voilà, c'est le décor plutôt naturel. Là, on est beaucoup plus tard, on est sous la mandature de Gilbert Noël. Et alors pourquoi j'ai mis cette photo-là? En fait, elle va avec celle-là. Il y a une inspection des bords de Marne qui est réalisée. J'ai plus la date exactement, donc ça montre que voilà, on aménage les bords de Marne, et alors là c'était un peu avant ces grands travaux de réaménagement, mais ça montre que finalement, même avant ces travaux-là, il y a quand même l'importance de contrôler ces bords de Marne-là, voir si tout va bien, tout est ok, que sur l'aspect sécurité on soit bien sur les normes. Et donc du coup là j'ai trouvé ça très bien pour illustrer mon propos, et je pense que j'aurais pas pu trouver mieux pour le coup. Donc c'est un panneau communal qui annonce très clairement là l'aménagement des bords de Marne. Donc du coup voilà, c'est comment? On est en 77, ouais. Donc ça montre que effectivement, les travaux sont lancés dès 60. Alors là, on est en 77, donc c'était vraiment le début de la réflexion, parce qu'en 79, il y a les délibérations, et après, dans les années 80, les travaux sont réalisés. Mais du coup, voilà, il y a vraiment cette importance d'aménager ces bords de Marne. Donc du coup, ce qui fait qu'on est dans la préservation j'ai envie de dire, des terres de Saint-Maur à l'intérieur, donc avec les squares et parcs, et également sur ces bords de Marne, donc qui font bien le tour de la boucle de la commune. Donc on se soucie aussi bien des parcs, jardins, que de ces bords de Marne.
En guise de conclusion, alors je regarde juste que je vous ai bien tout montré. Donc là, je crois que c'est les bords de Marne après les travaux d'aménagement. Voilà, donc ce sont des documents issus de nos collections, donc tout est consultable chez nous librement. Voilà. Voilà. Donc en guise de conclusion, pardon, je vais rouvrir ça. De toute façon, je crois que je vous ai montré tout ce qui était important. En guise de conclusion, j'aimerais bien faire un point sur Saint-Maur aujourd'hui, Saint-Maur Ville-Jardin aujourd'hui. Donc la ville continue d'aménager les promenades publiques, les parcs, les squares, les jardins et les espaces verts. Donc avec par exemple l'îlot directionnel du pont de Créteil en 1967, l'aménagement du square de l'Abbaye en 69, l'aménagement d'espaces verts de l'usine municipale des eaux en 71 et 72, la promenade des Anglais et notamment la réfection des berges entre 72 et 75, l'aménagement du square Émile Zola entre 74 et 76, l'aménagement des squares Victor Bache, Maréchal Lyotet entre 73 et 75, le square d'Adanville en 78, le square Gambetta entre 76 et 80, les squares Beaurepaire, Aromanche, des Lacs, de l'Écluse et Bourdignon entre 86 et 87. Donc cette énumération, elle montre simplement qu'entre les années 60 et 80, la ville, elle prend vraiment soin de tout ce qui a été fait. Donc en fait, c'est vraiment ce que j'ai essayé en tout cas de montrer, et j'espère que c'était clair, c'est que c'est vraiment une construction logique en fait de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et là, je vais continuer sur nos années à nous. Mais il y a vraiment un fil conducteur qui est respecté, qui est tiré de municipalité en municipalité. Et donc, du coup, on a construit des squares, on a construit des promenades, des jardins publics, et la ville continue d'en prendre soin. Et aujourd'hui, il y a vraiment ces principes hérités d'Auguste Marin qui sont respectés. Donc, on a par exemple la protection de 18 000 arbres d'alignement, la protection d'un certain nombre d'arbres remarquables dans les jardins publics et privés, la sanctuarisation des bords de Marne, la protection des cœurs d'îlots rendus inconstructibles. Et après, j'ai même envie d'aller un peu au-delà. C'est que, pareil, on voit dans les actions de la municipalité qu'il y a un vrai travail, par exemple, auprès des jeunes de la ville. Par exemple, j'ai vu dans la presse communale qu'il y avait, par exemple, des projets de faire planter, par les enfants des graines qui après donneront des arbres. Donc, c'est vraiment un fil conducteur qui est respecté jusqu'à aujourd'hui. Et donc, du coup, on a vu que Saint-Maur-Ville-Jardin, ça voulait dire qu'il fallait s'opposer à ces villes industrielles de la fin du 19e. Et aujourd'hui, la Ville-Jardin, c'est vraiment conserver. Alors, maintenant, c'est à l'orée de la pollution environnante qui nous encercle de plus en plus, mais c'est de conserver ces espaces où on respire et du coup, de transmettre à chaque fois, de transmettre aux futures générations ces principes-là. Et donc, du coup, en tout cas, c'est vraiment bien, je trouve, de terminer avec une conclusion comme ça en disant, aujourd'hui, ce sont toujours des principes qui sont respectés. Voilà, Saint-Maur n'a pas laissé tomber, Saint-Maur a gardé ces grands principes-là, et Saint-Maur a été et est toujours une ville jardin. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Reda. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent introduire une discussion, poser des questions, n'hésitez pas. Oui. Vous avez montré le square des Tilleuls. Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'il existe toujours? Enfin, il y a l'école qui est dessus maintenant. Est-ce que ça... Alors ça, je vais me permettre de répondre oui. pendant que Reda farfouille. Le square des Tilleuls a disparu par petits morceaux puisque on a d'abord construit dessus l'école maternelle dans l'entre-deux-guerres et ensuite sur ce qui est resté a pris place le collège. Donc, il n'en reste plus grand-chose. Et sur les vues que Reda nous a montrées, on a pu voir qu'il y avait une statue un petit peu particulière, puisque c'était le monument au lieutenant Chauret,
qui est une des victimes du dirigeable Le République de mémoire, et qui avait été érigé à Saint-Maur, puisque une partie de la famille du lieutenant habitait Saint-Maur, sur souscription. Et malheureusement, ce monument a disparu et on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. On craint fort qu'il soit parti dans une benne à gravats, ce qui est dommage. Tout à fait différemment. Vous avez évoqué des arbres qui sont dans le domaine public et dans les domaines privés. Je suis peut-être un petit peu regardé un peu trop près, mais il y a le grand chêne qui se trouve, qui est un arbre tricentenaire ou quadricentenaire, je ne sais plus très bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour pérenniser son existence? Alors là aussi, je vais répondre. Je vais sauver Reda d'une telle réponse. Merci. Donc, le grand chêne est préservé depuis 2017, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, c'est un arbre qui a entre 250 et 300 ans environ. Donc, jusqu'en 2017, il pouvait tout à fait être abattu. Il n'y avait aucune protection possible. Depuis la mise en place du PLU, cet arbre est protégé, c'est-à-dire qu'il est strictement interdit de l'abattre. Ça, c'est une conséquence du PLU. Et le classement de la parcelle dans le PLU limite les constructions et oblige à 50% de pleine terre. Donc, il y a eu un projet de construction d'immeubles sur cette parcelle qui a défrayé la chronique, puisqu'il aurait été signé par un architecte qui était déjà mort et enterré, a priori. L'affaire est devant la justice, donc je ne vais pas en dire plus. Et pour l'instant, le permis a été retiré, les autorisations de travaux ont été retirées, et donc il ne se passe strictement rien sur la parcelle. Et concernant l'arbre, eh bien, il appartient à un propriétaire privé, qui se trouve être un promoteur. Et pour l'instant, le diagnostic phytosanitaire de l'arbre indique qu'il est malade, mais que si, avec un élagage et un élingage, il peut durer encore un certain nombre de dizaines d'années. C'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. Voilà. Donc pour le moment, on en est là. La ville a tout fait ce qu'elle pouvait pour le sauver. Elle ne peut pas aller plus loin, puisque, comme vous le savez tous, du fait d'une carence en logements sociaux, la ville a perdu depuis très longtemps le droit de préemption, et donc ne peut pas acquérir la parcelle. Et la préfecture ne peut préempter la parcelle que pour y construire du logement social. Donc on se retrouve de toute façon avec une construction. Voilà. Je crois que... Bonjour, merci. Il y a par-ci par-là, dans des grandes propriétés, des cèdres. Est-ce qu'on peut nous expliquer l'origine des plantations de ces immenses cèdres? Voilà. Oui, certainement. Lorsqu'il y a eu le lotissement du parc, je pense que vous parlez plutôt du quartier du parc de Saint-Maur. Mais il y en a un peu partout sur Saint-Maur. Oui, donc il y a eu une mode comme dans tout... A priori, non, c'est sur des propriétés privées, donc certes, il y a eu, et ça perdure, vous avez toujours des gens qui, pour la naissance d'un enfant, plantent un arbre, mais 200 ans plus tard, savoir pour qui a été planté l'arbre, c'est un petit peu plus difficile. Donc... dans la mode, enfin dans les jardins, il y a des modes et ça peut se voir aussi. Ça se voit en particulier dans les copropriétés des immeubles où on voit bien les essences d'arbres qui ont été plantées, que ce soit dans les années 50, 60, 70, 80. Ce ne sont pas les mêmes arbres que l'on plante dans les jardins collectifs. Et oui, il y a des... Oui, on peut dire qu'il y a un effet de mode. Et d'habitude, ou aussi, ça a été planté chez le voisin, on trouve ça beau et on en plante le même. était réputé attirer la foudre et éviter qu'elle tombe sur la belle maison. Du coup, j'ajoute juste un tout petit
toute petite chose parce que j'ai oublié d'en parler pendant mon propos, mais en fait, effectivement, dans les propriétés aussi, il va y avoir cet esprit-là de développer les jardins. Donc là, il y a les jardins d'une propriété et notamment, il faut parler de l'architecte Bandin, l'architecte aux 1000 maisons. Et donc du coup, il y avait aussi cet aspect-là qui est développé dans les propriétés privées. Donc là, on a les jardins d'une propriété à la Varenne. Voilà, donc je voulais juste montrer ce plan-là. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais, en regardant les squares que vous avez présentés, qui ont tous donc un aspect en gros identique dans l'esprit, est-ce qu'ils sont, typiques de Saint-Maur uniquement, ou est-ce que c'est une tendance que l'on trouve dans d'autres communes? Et si c'était quelque chose qui se rapportait à Saint-Maur, quel est le regard, enfin quel est le rappel finalement des jardins du château de Saint-Maur et le désir avec les statues, etc., etc. Bon, c'est une question qui certainement n'a pas de lieu d'être, mais je me suis quand même posé la question. Non, mais vous avez raison. Toute question est bonne à poser. Là, en plus, pour le coup, c'est une question très intéressante. Enfin, moi, pour ma part, mais peut-être qu'Aurélien Prévost aura une réponse différente. Moi, c'est difficile à dire si c'est une politique uniquement à Saint-Maur. Enfin, en tout cas, c'est une architecture propre à Saint-Maur ou est-ce que... Enfin, c'est intéressant parce que ça lancerait un autre sujet, mais c'est les jardins et parcs et squares dans le Val-de-Marne. Là, pour le coup, c'est compliqué. Je dirais que c'est... Non, je veux pas lancer dans une réponse parce que franchement, je sais pas et j'ai pas envie de... Mais ce serait intéressant en tout cas d'étudier dans les autres communes du Val-de-Marne. Alors j'avoue ne pas être d'accord sur le constat de départ, puisque je trouve au contraire qu'il y a des différences au sein des différents squares, même si au fur et à mesure des années, et aujourd'hui ça se voit moins, mais et c'est intéressant, on a vu des cartes postales des squares, dans les squares du parc, il y avait beaucoup plus de bassins à l'origine qu'il n'y en a aujourd'hui, puisqu'il ne reste plus que le square des Lacs avec des bassins, mais on a vu le square des Tilleuls, il y avait un bassin, et le square pas de l'Écho, l'autre, le square des Arts, il y avait également un bassin, qui ont disparu au fur et à mesure. De mémoire, c'est le square des Arts qui a perdu son bassin le premier, pour des raisons d'entretien et de rénovation récurrents. Donc, de même, si on regarde le square de la Convention, il est particulier, que ce soit dans sa partie haute ou dans sa partie basse. Alors, dans sa partie basse, parce que c'est une ancienne carrière, mais dans sa partie haute, où il ressemble plus à un jardin à la française. Donc, chaque square a une certaine particularité. Et qu'est-ce qui rappelle le château de Saint-Maur? Ceux qui sont dans le square de la Convention, dans sa partie haute, peut rappeler le square et l'ordonnancement des jardins à la française, tandis que les squares des Lacs, square des Arts et square des Arts, oui, pouvaient rappeler une certaine idée des jardins du château avec des bassins. Mais là, je crois que dans la salle, il y a quelqu'un de très compétent sur les jardins du château, qui pourrait peut-être nous dire un mot. Il faut considérer que le style des squares est un style qui est indépendant de Saint-Maur. On en retrouve dans toutes les régions, même à Paris. Et c'était un style d'abord inspiré de Napoléon III, du Second Empire, qui a été ensuite transformé un petit peu en réaction avec des parties plus régulières. Et ensuite, on mélange un petit peu les parties régulières et les parties irrégulières pour faire plaisir et faire plus joli. Merci beaucoup. Oui, j'aurais voulu vous savoir ce qu'il en était de l'aménagement des berges basses du quai de l'Api. Ce projet a été, moi je l'ai discuté avec M. Verriot à l'époque, ou avant qu'il soit maire, et il devait y avoir des aménagements avec des pontons pour
observer les oiseaux, pratiquer la pêche et tout ça qui devait être aménagé. Et ce projet a été bloqué. Il y a eu juste la voirie qui a été faite à sens unique. Mais je voulais savoir si vous aviez des informations pour savoir où ça en était, ce projet qui semble-t-il, est bloqué. Alors là, j'avoue, non. Clairement non. Mais je vous invite, pour le coup, à poser la question lors d'une réunion publique dans le quartier de l'Api. Et là, vous aurez une réponse. Je préfère m'abstenir parce que je vous raconterai forcément des bêtises sur ce coup. Désolé. Mais vous pouvez aller à une autre réunion que celle de votre quartier. Désolé. Oui, à l'époque d'Auguste Marin, je crois que les rues à Saint-Maur ont été bordées d'arbres à peu près partout. Quelle est la politique de la ville maintenant par rapport aux arbres? Il y a beaucoup de rues sans arbres. Alors, d'une part, avant Auguste Marin, déjà beaucoup de rues étaient bordées d'arbres, puisque une des choses que va faire Auguste Marin, c'est de s'arranger pour que avenue des Érables, il y ait des érables, que place des Marronniers, il y ait des marronniers, et ainsi de suite. Puisque lorsqu'il est arrivé à la mairie, l'avenue des Érables était bordée d'arbres qui n'étaient pas des érables. Et donc, on lui a fait remarquer dans son équipe, que ce n'était pas logique. Donc, il y a et d'ailleurs les cartes postales de Saint-Maur, qui datent en général d'avant la mandature d'Auguste Marin, montrent bien toutes ces avenues. Et pourquoi est-ce que les avenues étaient bordées d'arbres? Il y avait plein d'avantages, ça faisait de l'ombre, etc., tout ce qu'on veut. Les arbres parfois étaient existants, donc on ne les avait pas coupés lorsqu'on avait percé la rue. La plupart des rues de Saint-Maur ont été percées par des promoteurs privés. Et la ville, lorsqu'elle récupérait les rues bordées d'arbres, vendait les arbres régulièrement. Donc les arbres étaient abattus et vendus, et à l'époque, ça rapportait. Donc il y avait une politique de plantation avant Auguste Marin qui avait un objectif qui était: on plante des arbres, ils poussent globalement tout seuls, on les arrose un petit peu et puis après ça pousse, et lorsqu'ils ont 15-20 ans, on les vend, on les abat et on gagne plus d'argent que la replantation. Donc c'était une rentrée d'argent, ce qui explique en partie aussi. Donc sous Auguste Marin, c'est vrai qu'il y a une grande politique de plantation et surtout une volonté de rationaliser, c'est-à-dire de ne pas avoir 3 bouleaux, 4 érables et je ne sais quoi d'autre et 4 marronniers dans la même rue qui se suivent. Donc on cherche à avoir des alignements beaucoup plus esthétiques et on est dans cet héritage-là. Même si, il ne faut pas se leurrer, l'immense majorité, si ce n'est la totalité des arbres d'alignement qui existent aujourd'hui, n'ont pas été plantés par Auguste Marin. Et là, il faut regarder soit les vues aériennes de l'IGN des années 50, soit les cartes postales des années 50-60 de la ville, pour se rendre compte que dans les années 50, la plupart des avenues où il y a des arbres magnifiques que l'on pense être centenaires, en réalité, ont été plantés dans les années après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça c'est la première partie de la réponse. La deuxième sur la préservation, c'est simple. Depuis 2017, la totalité des arbres d'alignement sont protégés. C'est-à-dire les 18 000 arbres d'alignement sont protégés. Ce qui veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on n'abat pas un arbre qui est malade, qui présente un danger ou qui est mort, mais que pour un arbre malade, etc., qu'il faut abattre, il est forcément remplacé. Donc c'est ce qui se passe depuis 2017, ce qui permet également de compléter les trous, parce que dans les mandatures précédentes, et en particulier dans les dernières mandatures de Jean-Louis Beaumont ou de son successeur, eh bien il n'y a pas eu cette politique de remplacement, donc ce qui fait que, et vous l'avez tous vu certainement en vous promenant dans Saint-Maur, il y a des trous dans les alignements, donc chaque année, il y a des plantations d'arbres supplémentaires pour boucher les trous au fur et à mesure. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la plupart des rues ont été percées par des promoteurs. La ville, dans un premier temps, exigeait que, pour récupérer la voirie en voirie communale, exigeait que la largeur de la rue soit de 12 mètres.
Sauf que vous avez énormément de rues dans Saint-Maur qui ont des largeurs inférieures à 12 mètres. Vous avez même des rues qui ont 8 mètres de large. Une fois que vous retirez 1,50 m x 2 pour les trottoirs, il ne reste plus grand-chose, surtout quand la rue fait 6 mètres de large. Donc, comme il faut 1 mètre en plus pour planter un arbre, et que c'est quand même plus joli quand on en met de chaque côté, eh bien, en réalité, peut-on planter de nouveaux arbres dans de nouvelles rues dans Saint-Maur et augmenter? La réponse, c'est globalement non, parce que les rues ne sont pas assez larges pour ça. Voilà. Donc, on protège l'héritage, on le développe, on l'entretient, on le valorise, on le valorise aussi en changeant le mode de taille des arbres, puisque pendant très longtemps on a taillé à la mode des grandes avenues de Paris, c'est-à-dire avec une taille en rideau, jardin à la française, qui personnellement je trouve très esthétique dans certains cas, et qui est maintenu sur certains axes, en particulier tous ceux où circulent des bus, parce que c'est obligatoire pour permettre la circulation facile des bus et le croisement des bus. Mais dans un très grand nombre de rues, on est passé à une taille beaucoup plus, on va dire, jardin à l'anglaise, donc une taille en port libre, avec des arbres qui poussent plus haut et qui vont couvrir également une partie de la chaussée et procurer ainsi beaucoup plus d'ombre en été. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci. Lorsque vous remplacez les arbres, lorsqu'il y en a un qui meurt ou qui est malade ou dangereux, est-ce que vous conservez la même espèce ou est-ce que vous mélangez les espèces? Alors la réponse est très variable. Je vais dire ça dépend des rues. S'il est certain que, par exemple, si je prends l'exemple de l'avenue du Midi où quelques arbres ont été abattus il y a de mémoire 3 ou 4 ans, ce sont des platanes qui ont été replantés puisque sur toute la longueur de l'avenue du Midi, il y a 6 arbres qui ont été abattus. Donc pour l'esthétique générale de la rue, il était plus pertinent de replanter des platanes. Maintenant, si on prend une autre avenue qui se trouve juste à côté, qui est l'avenue Joffre, où il a également fallu abattre des platanes et sur une grande partie. Là, ce sont des érables qui ont été replantés. Pour, en fait, la politique en matière de replantation, donc ça est faite au cas par cas. Il s'agit à la fois de trouver des espèces qui s'adaptent mieux au changement climatique, ça c'est le premier point. Il s'agit aussi de varier les espèces pour limiter la propagation des maladies et donc d'éviter d'avoir, mettons, sur tout un quartier que des platanes parce que, je prends cet exemple-là au hasard, hein, c'est pas très bon. Et si vous regardez Place des Marronniers, autour de l'église, là où les marronniers ont été abattus, des marronniers ont été replantés pour l'esthétique générale, mais par contre sur le petit square qui est en face de l'église et entre l'église et l'avenue de Vintimille, ce ne sont pas des marronniers qui ont été plantés, ce sont d'autres espèces et on cherche justement à diversifier les espèces d'arbres qui sont plantées dans Saint-Maur, sachant que Saint-Maur a déjà une très grande variété. De mémoire, je crois qu'il y a 17 espèces d'arbres différentes, à vérifier. Oui. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec les parcs de Saint-Maur, mais quel est le futur du jardin de l'Observatoire? Alors, le jardin de l'Observatoire est un espace totalement protégé et totalement inconstructible. C'est-à-dire que actuellement, il est occupé par Emmaüs Solidarité, qui a reconverti les bâtiments de l'Observatoire pour y faire des logements d'urgence, c'est-à-dire pour accueillir des personnes qui se retrouvent tout d'un coup sans abri pour plein de raisons différentes que vous pouvez toutes imaginer. Donc c'est une reconversion des bâtiments, puisque Emmaüs souhaitait construire des bâtiments, mais le terrain est inconstructible. Ils peuvent réaménager, mais ils ne peuvent pas construire. Et donc, c'est une zone naturelle qui est entièrement protégée. Qui peut pas être, qui est ouverte au public dans certains cadres de manifestations organisés par Emmaüs Solidarité aujourd'hui, puisque c'est eux le locataire.
Donc ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent ouvrir, ils ouvrent. S'ils ne veulent pas ouvrir, ils n'ouvrent pas. Et c'est comme un propriétaire privé, on ne peut pas demander à votre voisin de faire une journée porte ouverte pour faire visiter son jardin. Donc même si c'est une grande parcelle. Donc pour l'instant, c'est géré par Emmaüs qui entretient le parc comme il peut et comme il veut. Vous avez évoqué la replantation d'arbres. Est-ce que vous tenez compte des problèmes de pollen allergisants? Est-ce que ça rentre dans les préoccupations? Ça rentre tout à fait dans les préoccupations, de même que rentre dans les préoccupations des arbres qui produisent du pollen, puisque le pollen est indispensable pour les abeilles et tous les différents insectes pollinisateurs. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des variétés de tilleuls, par exemple, qui ne produisent plus de tilleuls, qui ne produisent plus de pollen, pardon. Donc, on fait également attention à cela pour permettre à nos chers insectes de se nourrir, puisque nous avons la chance sur Saint-Maur d'avoir un très grand nombre de ruches. Donc on essaye de manier tout, mais effectivement ça pose quelques soucis, mais on a la chance à Saint-Maur d'avoir un service du développement durable absolument remarquable. J'aimerais savoir s'il y a un projet de replantation d'arbres autour du square Émilie-Tillon. Le square Émilie-Tillon est entouré d'une clôture maraudée. Et puis, tout autour, au-delà de la clôture maraudée, il existe un très large plate-bande propice à la replantation qui est en herbe. Et puis après, bien sûr, il y a les rues qui font le tour du square. Il y a à peu près une vingtaine d'années, il a été planté autour de derrière le maraudage, entre la rue et le maraudage, une vingtaine de platanes. Peu de temps après, semble-t-il, faute d'arrosage ou de sécheresse, il y a une dizaine de platanes qui ont crevé. Ils ont été arrachés, les trous n'ont pas été comblés. C'est quand même ça fait champ de manœuvre tout le tour du square Émilie-Tillon. Et très récemment, quelqu'un est venu porter de la terre, quel service ou une entreprise est venue porter de la terre, n'importe comment, avec des bâches, sans me donner un coup de râteau. Enfin, finalement, ça s'aplanit tout seul naturellement. Je voudrais savoir s'il manque une dizaine de platanes, s'ils vont être replantés ou pas. Alors là, je n'ai pas entendu parler de projet de replantation au square Émilie-Tillon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Puisque le grand projet actuellement, c'est sur la place des Marronniers qui est à l'étude, ce qui explique aussi qu'il y ait quelques trous, et puisque il y a un projet dans les tuyaux et dans les cartons pour un réaménagement complet de la place, mais qui va servir de test pour d'autres places et d'autres squares. Donc ça explique peut-être aussi, on attend le résultat pour agir sur d'autres espaces. Maintenant, que des arbres d'aguinement en ville meurent relativement rapidement, j'en discutais avec des personnes du service du développement durable qui disaient que la norme aujourd'hui, malheureusement, c'était que 1 sur 2 meurt rapidement dans les 5 ans. Et ça, c'est une moyenne à l'échelle nationale, pas propre à Saint-Maur. Saint-Maur a un chiffre meilleur, mais en moyenne, c'est 1 sur 2 qui a du mal à passer les 5 ans, et du fait de la pollution, du fait que l'arbre en ville est quand même contraint, puisque il faut aussi préserver les réseaux qui sont en souterrain et qui passent dans les rues, que ce soit les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité et surtout les réseaux de gaz. Parce que vous imaginez que les racines et une conduite de gaz ne font pas bon ménage. Donc ils sont contraints et c'est compliqué, c'est plus difficile pour eux de repartir que le même arbre que vous planteriez dans votre jardin. Voilà. Oui, tout à l'heure on parlait de l'observatoire, mais je pense à l'usine des eaux. Est-ce que ça sera ouvert un jour au public, ce jardin de l'usine des eaux? Et vous parliez tout à l'heure des plantations récentes
des arbres. Par exemple, avenue de Condé, les arbres ont été changés dans les années 60, à peu près 60-65, puisque avant c'était des marronniers et que maintenant c'est des platanes qui ont été replantés, c'est dans les années 60 à peu près. Concernant l'usine des eaux, d'ici, allez, je vais être large, d'ici 2 ans, l'usine des eaux sera entièrement reconvertie puisque le projet existe et va entrer dans une phase concrète. Donc avec accès au jardin et transformation complète des bâtiments de l'usine et pour différentes activités, à la fois en lien avec l'eau, les mobilités douces, le développement durable et ainsi de suite. Voilà. Bien, et bien s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci. Et vous dis à dans 2 mois pour notre dernière conférence des Mardis de l'Histoire qui va vous raconter l'histoire d'un bâtiment que vous connaissez tous puisque c'est les bains-douches de l'avenue du Bac qui sont aujourd'hui les ateliers d'art. Donc à très bientôt et bonne soirée. Au revoir.